Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast culturel pour parler ensemble de séries, de films, de livres et de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux films de kaiju, ces grosses bébêtes venues du Japon qui ont été représentées de nombreuses fois dans le cinéma de grands spectacles et qui ont depuis été forcément reprises à Hollywood, comme tout. Et c'est justement pour la sortie de Godzilla vs Kong, le 22 avril en France en VOD, que nous faisons cette émission. Et pour en parler avec moi, 3 superbes personnes. Celui qui aimerait bien avoir 3 têtes comme King Ghidorah pour rattraper tous les films du podcast qu'il n'a pas vu, c'est Ugur. Salut. Salut. Pas forcément 3 têtes, mais plusieurs yeux, ça devrait faire la tête. Une araignée aussi, ça marche. Ah. Oui. Actuellement, c'est une larve, mais un jour, il volera de ses propres ailes, comme Mothra, la grosse mythe, là, vous savez. C'est Michael. Salut. On peut être un magnifique papillon. Oh non, qui l'a lancé. Très bonne référence. Et celle qui se protège des clichés sous sa carapace, mais qui peut mordre, désolé, j'ai décidé que tu serais Gamera, la tortue préhistorique. Ah, c'est cool une tortue, ça a vu plus de 150 ans, tu sais. Hein? C'est vrai, c'est Céline. Après, est-ce qu'on a envie de te supporter 150 ans? Je ne sais pas. Ouais, franchement, tu seras mort avant, donc... Un peu de contexte, alors le thème kaiju, littéralement bête étrange, désigne des créatures gigantesques qui sont une menace pour l'homme et qui viennent généralement du littoral pour détruire les buildings en plein Tokyo ou en plein New York ou en plein San Francisco, en bref des villes qui sont au bord de l'eau, quoi. On considère le Godzilla de 1954 réalisé par Ishiro Honda comme le premier film de kaiju, et c'est lui d'ailleurs qui est un des grands représentants du genre. Ça ne vous aura pas échappé, 1954, c'est quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, puisque, comme souvent, chez les Japonais, il y a toutes ces œuvres en fait, qui ont le spectre de la guerre nucléaire et qui matérialisent un peu tous ces traumatismes des attaques de Hiroshima et Nagasaki. Bon, ça c'est au début. Après, bien vite, au Japon, les films de kaiju sont devenus tellement lucratifs qu'ils ont été produits en masse et ce sont des films de pur divertissement et déclinés à l'infini. On a une liste énorme de films où toutes ces bébêtes s'affrontent. Ils s'affrontent tous les uns entre eux. C'est comme un tournoi géant. Godzilla versus Kong, Godzilla versus Gamera, etc. Mecha Godzilla. Mais c'est seulement en 1998 que Hollywood va se réapproprier le genre grâce au film Godzilla de Roland Emmerich avec ce cher Jean Reno. Pour moi, ça m'a choqué. En vrai, 98, c'est quand même 40 ans après le premier Godzilla. Ils ont vraiment mis du temps, en fait. C'était quelque chose de très japonais avant. Et même pour nous, je pense, en France en particulier, ça nous a marqué. C'est le film de 98. Et juste une petite précision, parce que là, on va parler du film Godzilla vs Kong, mais King Kong, à la base, c'est pas un kaiju. Vraiment, il a été intégré a posteriori à tout cet univers. Mais le premier film qui est sorti en 1933, qui est d'ailleurs américain, et il y a eu aussi un film japonais, n'était pas dans l'imaginaire du kaiju. Et c'est vraiment Godzilla, 20 ans plus tard, qui a créé le kaiju. Mais on a rajouté King Kong maintenant, parce que c'est quand même plus rigolo. Et on fait grossir King Kong, histoire de puisse affronter Godzilla, quoi. C'est ça, on lui a donné des amphètes. Ouais. La testostérone. Donc avant de critiquer le film Godzilla vs Kong, pouvez-vous me dire rapidement, chacun de vous là, quelle a été la découverte pour vous de kaiju? Moi, j'ai commencé à regarder des films de monstres à partir du moment où j'ai regardé Pacific Rim. Parce que j'ai vu que c'était un... Quand j'ai vu Pacific Rim, j'ai trop kiffé. Mais ça m'a rappelé genre Jurassic Park et Godzilla. Et après, j'ai vu que Pacific Rim, en fait, le réalisateur, il avait dédié au réalisateur de Godzilla. Et du coup, après, bon, j'avais aussi vu King Kong et Godzilla, mais de manière séparée. Et après, je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait, les fights de monstres. Et donc voilà, c'est après que je me suis intéressée au kaiju, mais un peu comme un plaisir coupable, tu vois. T'allais pas dire, ouais, tu as vu le dernier film de Godard? Non, moi j'ai regardé Pacific Rim ce week-end. Et Guillermo del Toro en plus. En plus, Guillermo del Toro, ouais, qui est vraiment un gros fan de monstres. De monstres, ouais, en général. On dirait un tératophile. Ah bon? Je savais pas. Un tératophile. C'est marrant parce que c'est une bonne transition avec moi et ma jeunesse où j'étais un très tératophile. Et je pense que dès que j'étais petit, mes trucs préférés, c'était les robots et les monstres.
Et j'étais pas comme les autres petits garçons qui jouaient avec des Action Man et tout ça. Je trouvais ça nul, les Action Man, je détestais. Mais j'adorais les monstres et les robots et je les faisais affronter avant, ensemble. Et donc du coup, en fait, j'ai été un des premiers précurseurs du film de Kaiju, je pense. C'était un précurseur, mais qu'est-ce qu'on a compté dans les années 30, c'est ça? Non, mais j'adorais ça et je pense que c'est vrai que le film de 98 de Roland Emmerich, il m'a marqué en fait parce que comme Jurassic Park en fait aussi, mais Godzilla de 98 de Roland Emmerich m'a marqué avec ces trucs avec les œufs, tout cet aspect du Godzilla qui va dans la ville et qui écrase tout et c'est vrai quand on est un peu un jeune enfant et qu'on voit ça, on est tout content de voir ça. Et après c'est vrai que dans les autres films, je pense que le plus marquant pour moi était quand même King Kong de Peter Jackson qui pour moi qui était une vraie claque cinématographique à mon jeune âge en tout cas à l'époque. Pour mon cas, c'est tout l'inverse. J'étais jamais intéressé par ce genre de film. Et je voyais de temps en temps à la télé quand ça passait sur TF1, ce genre de truc. Je voyais une partie, mais j'arrêtais très vite parce que je trouvais que la qualité n'était pas fou au niveau animation, etc. Et surtout, il y avait aussi des dessins animés, etc. que je voyais souvent de Godzilla. Mais ça m'a vraiment pas attiré du tout. Et le seul truc que je voulais voir, c'est celui de Peter Jackson, que j'ai jamais eu l'occasion. Et juste pour cette émission, j'ai eu l'occasion de regarder la version de 3h30. C'est qui prend du temps, mais quand tu vois le film de Peter Jackson, tu te dis que c'est ça le meilleur film sur King Kong et que tout le reste, c'est vraiment que pour le marketing, etc. Ouais, moi, j'aime pas du tout le film de Godzilla de 98, même quand j'étais petit, je n'avais pas spécialement aimé. Mais je sais que juste après, ils avaient décliné en série sur, je sais pas sur quoi d'ailleurs, sur quelle chaîne. Ah oui, un dessin animé, un dessin animé, ouais. Je pense que c'est celui dont Hubert parlait, quoi. Si, c'était vraiment Emmerich qui avait créé la série animée et ça reprenait tout de suite le même univers et le même code, tu sais, code couleur vert et tout ça, quoi. C'était entre 98 et 2000 et quelques. Ah, je me rappelle de ça. Pour autant, j'ai jamais été fan, tu vois, de tout ça. Thierry, il aime le grand cinéma. Moi, j'étais tout de suite Godard. Et t'as vu les films originaux, d'ailleurs? Je t'avais pas demandé. J'ai pas eu l'occasion de voir les films japonais. Non. Ouais, voilà. Parce que c'est pas mal niveau papier mâché. Hein. Ah ouais. Je pense que ouais. Vous pourrez en parler en troisième partie. Là, je pense qu'on va pouvoir entamer sur Godzilla vs Kong, histoire de garder l'audience là. Et de faire rager tout le monde, peut-être. Je sais pas. Godzilla vs Kong, réalisé par Adam Wingard, qui est sorti aux États-Unis le 31 mars et en France le 22 avril. Il fait suite au reboot par Legendary Entertainment et Warner Bros. De ce qu'ils appellent un peu le Monster Universe. Maintenant, avec Godzilla en 2014, Godzilla King of the Monsters en 2019 et Kong Skull Island en 2017. Vous allez aussi me dire s'il y a besoin de voir ces films pour voir Godzilla vs Kong. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avant même sa sortie, Godzilla vs Kong, il a fait beaucoup parler. Et on est là pour en parler en plus. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Du coup, je peux commencer. En fait, j'ai commencé du coup celui de 2014, je l'avais déjà vu. J'avais pas mal aimé en fait. J'avais trouvé ça un peu sympathique, film de monstre, décérébré, sans prise de tête, où il y avait Juliette Binoche. En plus, ils avaient repris un rôle de français comme Jean Reno dans celui de 98, mais là, c'était Juliette Binoche, qui apparaît que 10 minutes dans le film. C'est vrai, quel dommage, franchement. Voilà, on la voit courir et voilà, c'est pas c'est un petit spoil ça, mais bon, on s'en fout parce que, en tout cas, le film était sympathique. Attention, spoil, on la voit courir. On la voit courir. Ensuite, il y a eu Skull Island, donc, que j'avais vu au cinéma et que j'avais pas trop aimé, mais parce que je pense que c'est les réminiscences de King Kong. Et après, il y a eu du coup, là le dernier, Kong vs Godzilla. Qui est totalement décérébré encore une fois. C'est toujours la même chose en fait. On regarde ce genre de film sans réfléchir. Mais c'est vrai que là, j'étais dans une ambiance où j'avais pas envie de réfléchir et j'avais envie juste
de regarder un écran et de voir des belles couleurs et des trucs qui se déchaînent. Bon, il y a des problèmes de mise en scène assez flagrants, des tentatives de caméra retournées qui ça fait vraiment très série B. Mais bon, c'est toujours. Je me suis quand même pas ennuyé en fait. Je vois la tête du Gur. Vas-y, Hugo. Je peux le prendre après, Mika, pour un peu. Personnellement, j'ai vraiment trop du mal avec Godzilla, surtout quand il crache du feu, etc. Donc, j'ai pas vu des films. Pas du feu, c'est de la radiation. Ouais. Ok. Donc, j'ai pas vu les films précédents de Godzilla, mais j'avais vu King Kong Skull Island, que ça allait, c'était un peu de l'action, et c'était, comme Mika a dit, pas beaucoup de prise de tête, tu regardes juste pour le plaisir visuel. Mais ça allait pour la mise en scène, etc. Mais King Kong vs Godzilla, il y a tout qui n'allait pas. Genre, l'histoire n'allait pas. Genre, niveau graphisme, animation, ça n'allait pas. C'était vraiment très mauvais. Genre, on dirait. Quand j'ai vu celui de Peter Jackson en 2005, je trouve qu'il est mieux réalisé qu'aujourd'hui, alors qu'on a des meilleures technologies. Je sais pas comment ils ont réussi à faire aussi mauvais. Je sais pas leur budget, mais vraiment c'était d'un point de vue qualité très médiocre. Et qu'est-ce que je peux dire? Même l'histoire, c'est ils essaient d'expliquer l'origine, d'où ça vient King Kong et Godzilla, etc. Qui, pour moi, c'était une vaine tentative. À chaque fois, ils voulaient faire en sorte que King Kong et Godzilla se tapent dessus. Et genre, ça dure pendant. Oui, mais ça dure pendant une demi-heure et moi, à la fin, limite, je m'endormais parce que je me disais, bon, faut que quelqu'un gagne parce que là, faut que ça avance le film, tu vois, faut qu'il y ait une histoire à côté parce que, ok, c'est bien qu'il y a de l'action qui se tape dessus, mais il faut une histoire autour, tu vois, et sur ce point-là, j'étais très déçu. Et encore, au niveau qualité, c'était très mauvais, genre le son était très mauvais et je sais pas quoi dire, c'est pour moi, il mérite un 0 sur IMDb. Waouh. Les mots sont lâchés. C'est vrai que la qualité son était bof. Genre à chaque fois on se disait mais putain mais c'est Christopher Nolan qui a fait quelque chose ou quoi là? Pas que ça. Par exemple quand il y avait le truc de baston ou quand Godzilla ou King Kong criait, le son était très élevé, mais quand il y avait les discussions, ça descendait d'un coup et je suis en mode. Nous on était avec la télécommande toutes les 5 minutes. Oh. Mais tu fais pas ça avec un gros film, avec un gros budget. Tu essaies de faire attention que les discussions, genre les conversations soient un peu levées pour qu'on joue pas avec le volume à chaque fois. Et pour moi, c'était genre, tu fais pas cette erreur-là. C'est flagrant. Voilà. Vous avez compris. Donc la prochaine fois, vous engagez Ugur, un G-son. Hein. Il sera là pour faire le mixage. Mais bon, pourquoi 0 en même temps? Enfin, je sais pas. Tu t'attends à ça. Hein. Tu t'attends à des combats. Et encore, je suis d'accord, je reviens sur ton truc de problème de rythme. Il y a eu le combat trop tôt, en fait, à mes yeux. Ils ont fait un combat trop tôt de Godzilla King Kong pour après se retrouver avec un ennemi commun qu'on va peut-être pas révéler pour ceux qui veulent le voir. Et après, rebaston entre eux. Mais j'ai trouvé en tout cas, moi, les Godzilla beaucoup plus nuls que le Godzilla versus Kong. Mais après, c'est mon avis. Je crois que c'est une tendance récente des films de blockbuster de couper un peu en deux le film. Et tu vois, il y a une bataille souvent au milieu de film. Avant, c'était plutôt aux 3/4 du film qu'il y avait une première petite bataille et après le climax. Et là, j'ai l'impression qu'il y a toujours un climax au milieu. Et Godzilla 2, il le fait aussi. Tu regardes, il y a vraiment le Godzilla 2, il y a le truc à 3 têtes là, qui débarque et qui se bat avec Godzilla. Et Godzilla perd. Et en fait, après, on entre dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être la rébellion. Bon, c'était trop long aussi, hein, Godzilla 2. Mais du coup, je pense qu'ils ont fait pareil. Encore une fois, ils se sont dit, on va faire une première partie où on les fait s'affronter, histoire d'eux, et histoire de donner à manger à ceux qui sont là pour ça. Et après, surprise, en fait, non, c'était pas ça le film. Il y avait un autre méchant, même si on s'en doutait un peu. Ouais. J'ai l'impression que le film, c'était un peu comme Batman v Superman. Genre, il faut à tout prix qu'on les fasse s'affronter, ces deux-là. C'était ça. Parce que tu te dis, c'est deux gentils. Enfin, dans Godzilla et dans King Kong, à chaque fois, ils ont essayé de les humaniser et de leur dire, bon, bah, c'est des monstres, mais ils sont mignons, ils sont gentils. Ils sont bipèdes. Enfin, ils nous sauvent à la fin, quoi. Parce que, il y a genre un contrat tacite qui est passé entre le monstre et les humains.
sais pas trop comment. Mais en tout cas, tu dis que c'est les deux gentils. Alors pour les faire s'affronter, c'est un peu évident qu'il n'y a pas un vrai gagnant. Ça va être un petit peu... Mais même tu le vois justement dans le film. Genre, ils se battent, mais tu sens que c'est pas qu'ils veulent pas non plus s'entretuer. C'est juste qu'ils sont sur le même chemin. Enfin, on dirait qu'ils sont sur le même terrain. C'est plus une histoire de... En fait, moi, je suis un peu méchant parce que j'étais déçu, mais c'est aussi le fait que je me suis attaché à aucun des personnages dans le film. Et limite, je me suis dit, pourquoi on a eu l'homme? J'aurais préféré que ça soit sur un île, qu'il soit fixé vraiment sur l'histoire de King Kong et Godzilla, et que leur ennemi arrive et qu'on soit fixé dessus sans l'intervention de l'homme. Mais là, ils ont mis l'homme aussi, et ils sont là. Ça se passe un petit coup à Hong Kong, un petit coup aux États-Unis, et on s'attache pas au personnage et on s'en fout. Qui meurt ou qui survive, who cares? Et c'est pourquoi j'étais un peu déçu en mode. C'est le propos de King Kong aussi de base, genre si tu reviens aux origines, c'est on te montre un monstre, mais le véritable monstre, c'est qui? Bah, c'est l'humain. Voilà. Et ça, ils ont essayé aussi de reprendre cette mythologie dans avec Vera Farmiga là. À un moment, sa fille, elle la traite de monstre. Dans Godzilla. C'est dans Godzilla 2, je crois. King of Monsters. Ouais, voilà, justement. Moi, elle la regarde genre trop méchamment. Elle fait You're a monster. Et c'est là que tu comprends que c'est à cause des actes des humains qui veulent se la jouer Dr. Frankenstein et recréer des monstres ou les réveiller, tu vois. Que c'est eux les monstres, on va dire. C'est pas alors qu'ils ont vachement humanisé King Kong, tu vois. Même un petit peu trop, limite. Genre. Bipède. Ouais, oui. Qui se gratte les fesses au début du film. Le faire se lever comme un très humain, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je gratte les fesses, les gorilles aussi. Mais bon, marcher à deux pattes, par contre, c'est vrai que aussi longtemps, je sais pas. Non, même ce que j'ai pas aimé, bon, c'est peut-être un spoil, mais ils lui ont rendu des trucs très humains, genre pouvoir avoir des objets, enfin les utiliser comme des armes. Là, après, c'est connu que les chimpanzés peuvent utiliser des objets. Mais là, à la fin, ça devient Thor, le mec. Enfin, oui, mais c'est un gorille, je sais. Je sais qu'il y a... Mais il y a ce rapprochement aussi avec la langue des signes. Hein. Je pense à ça. Ouais, la communication. Ouais, de la communication avec les primates et tout ça. Je savais pas si c'était un spoil de dire qu'ils pouvaient communiquer avec la langue des signes. De toute façon, en vrai, dans ce film, est-ce qu'il y a des spoils? Ouais, c'est ça aussi. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est un spoil? Mais genre, quand c'est produit, je me suis dit, ok, genre, pour moi, ça m'a rien apporté dans l'histoire. Genre. Pour revenir à la question de Thierry du début, est-ce qu'on a besoin de voir les films de la série? Oui et non pour avoir... Enfin, oui, pourquoi? Pour avoir les personnages en tête, on va dire. Personnages récurrents. Surtout du Godzilla 2, où en fait on retrouve les mêmes personnages. Du coup, on suit cette histoire-là. Peut-être moins du Godzilla 1, puisque soit il meurt, soit en fait ça se passe tellement longtemps après qu'ils sont plus là, les personnages. Enfin, ils ont aucun lien avec les nouveaux personnages du Godzilla versus Kong, là. Et Kong, il n'y a pas besoin de voir Skull Island en réalité. Même si, en réalité, so far, c'est celui que j'ai préféré, Skull Island. Il était bien réalisé. Il y avait Tom Hiddleston qui me faisait crier de jouissance toutes les 2 secondes. Vraiment. Mais il n'aurait pas dû jouer là-dedans parce qu'il avait trop son regard magnétique et ça rentrait pas dans son personnage, je trouve. Il y avait Brie Larson aussi. Et Samuel L. Jackson, tu l'as dit? Non, pas Samuel L. Jackson, lui, il jouait Michael Cimrelli. Ouais, Michael Cimrelli. Lui, il était trop drôle, je l'ai kiffé. Juste pour les acteurs. Sinon, pour l'histoire, on s'en fiche un peu, hein, puisque... Bon, en général... Hein. Il n'y a pas trop d'histoire, mais Skull Island, c'était mon préféré so far, parce qu'il y avait un peu d'humour. Même si Kong était très moche. Godzilla est moche aussi. Hein. Ouais, je maintiens, Godzilla est très moche, même en 2021. Qui est le plus moche, Godzilla ou Kong? Enfin, pas moche en tant qu'effets spéciaux, mais il est pas très beau, quoi. Il est pas charismatique.
Alors que, tu vois, il y a des monstres qui ont beaucoup plus de charisme, comme le monstre à 3 têtes dans Godzilla 2, ou comme Mothra. Mothra, c'est bien. Il y a du travail sur... Mais là, on voit, du coup, dans Godzilla 2, on voit beaucoup du bestiaire. Et en fait, moi, ça m'a plu. Parce que... Et j'ai pas trouvé que l'histoire des humains, qui est toujours très difficile dans ce genre de film, elle était mauvaise en soi, quoi. Je sais pas comment dire. J'ai trouvé que c'était fonctionnel pour faire avancer l'histoire, même si, en gros, c'est des humains qui ont 3 temps de retard parce qu'ils courent après Godzilla. En gros, c'est Godzilla qui fait tout. Et eux, ils sont derrière avec leur bateau ou leur sous-marin ou en train de faire hey, on poursuit les signes. Ils sont juste là pour porter la caméra des réalisateurs, en fait. Mais du coup, j'aime bien. L'histoire de Vera Farmiga était plutôt intéressante d'avoir ce. Voilà, il y a aussi un peu d'ambivalence, d'ambiguïté dans les personnages, mais surtout le bestiaire. En fait, moi, ça m'a totalement plu d'avoir beaucoup de bestiaires, même si du coup ils enfoncent toutes les portes et ils montrent tout. Mais on voit beaucoup de monstres. Et peut-être dans Godzilla vs Kong, il y a peut-être un retour à quelque chose d'un tout petit peu plus basique qui fait aussi que tu es un peu plus déçu, surtout si tu les enchaînes, quoi. Je suis d'accord avec Thierry, j'ai été très... En fait, avec... j'ai oublié encore le monstre, King of Monsters, j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire plein de bestioles qui se battent ensemble, des combats et tout, et ça, c'était vraiment jouissif. Là, Kong vs Godzilla, et puis, je sais pas, tu sens que Kong vs Godzilla, Kong... bof, hein. Il va pas y aller très loin. Alors que dans l'autre, il y avait vraiment un côté où le monstre à 3 têtes, Ghidorah, est vraiment beaucoup plus impressionnant. Et moi, j'ai beaucoup plus aimé celui-là aussi, je pense, que le dernier là, Godzilla vs Kong. Bon, alors pour faire un petit bilan là sur la vie de Godzilla vs Kong, une note ou un conseil, est-ce qu'il faut le regarder ou pas? Et après, on peut parler de tous les autres films de monstres qu'on connaît. Moi, je peux commencer. Allez, non, il faut pas le voir. Ça sert à rien. Sauf si vraiment vous êtes fatigué, c'est dimanche soir, vous avez écouté le Losers Club, mais vous vous dites bon, c'était trop bien, j'ai trop appris plein de trucs, donc j'ai envie de un peu me débarrasser des trucs dans ma tête. Donc je regarde King Kong vs Godzilla ou Godzilla vs King Kong, je le saurai jamais. Ou si vous vous demandez c'est quoi l'histoire de King Kong vs Godzilla, vous pouvez regarder Superman vs Batman. Et si vous voulez avoir les ralentis que l'on voit dans Godzilla vs Kong, vous pouvez voir Justice League. Ouais, tout est lié. C'est assez fou. Mais non. Et c'est notre monstre préféré ou pas? Non, c'est après. Bon, après. Ah oui. Attends, c'est Mothra, on sait bien. C'est Mothra, moi. Je veux être un magnifique papillon. Papillon, oui, on a compris, d'accord. Oh là là. J'adore faire l'accent allemand. Tu pouvais évoluer autant dans ta tête, ça serait bien aussi. Hein. Bon, Céline, on le regarde ou pas le film? Qu'est-ce qu'on regarde? Franchement, j'aurais pu vivre sans. Sans moi? Oui, aussi. Non, mais en fait, c'est vrai que niveau effets spéciaux, ça m'a fait du bien un peu de voir l'évolution qu'il y a eu entre les premiers King Kong, les premiers Gojira, parce que c'était vraiment papier carton. Mais il y avait son petit charme, tu vois. Et après, je me suis un peu ennuyée dans les scènes où les combats étaient trop longs. Et que justement, c'est le côté m'as-tu vu, moi, des fois, des films... d'effets spéciaux comme ça qui me saoulent un petit peu, c'est que tu t'endors. Même si en fait, je sais pas, c'est un plaisir coupable, donc j'aime regarder ce genre de film, mais en même temps, tu te dis, est-ce que j'en ai eu besoin? Je sais pas. Donc comme a dit Mickaël, ça fait du bien des fois de voir ce genre de film, comme tu regardes des films d'action ou des fois juste pour te vider la tête, quoi. Mais après, voilà, c'est pas un film de ouf et ils le vendent comme un produit marketing, hein. Après, c'est aussi très américain et c'est ça qui m'a saoulée. Et un point pour Céline, qui est la première à avoir dit Gojira à la japonaise dans l'émission. Gojira. Ça, c'était un truc que je me rappelais de celui de 98, où il y avait un japonais qui était en train de mourir et qui lui disait qu'est-ce que c'était. Il faisait oui.
Godzilla. Ça, c'est au début. C'est très drôle. Mais tu remarques aussi que même là, dans les nouveaux, ils prennent du coup Ken Watanabe parce qu'il faut le japonais qui dit Godzilla. Le japonais qu'on voit dans tous les films en plus. Mais il faut le dire. aussi, j'ai vu qu'il y avait un acteur que je connaissais d'un drama japonais que je regardais quand j'étais ado. Là, il y avait Shon Oguri. Et genre, j'étais trop in love de lui dans les Anazakari no Kimitachi, Anayori Dango, enfin tous les dramas qu'il avait fait. Il était roux avec une mèche. Et du coup, là, je l'ai vu avec sa petite moustache, on dirait un adulte et tout. Tu sais, on dirait un peu comme quand t'as vu Justin Bieber grandir. Et du coup, Ugur. Ah bah d'accord. Donc, pour toi, on sait déjà que c'est 0 sur 20. Oui, bah, en fait, c'est une question de goût. Si vous aimez ce genre de film, ça peut vous plaire. Mais personnellement, encore une fois, ils sont allés tellement dans les effets spéciaux. Même les bateaux, presque toutes les scènes sont faites avec des effets spéciaux. Il n'y a rien qui est réel. Tout est fake. Et ça aussi, ça m'a beaucoup dérangé. Ils n'ont pas pris le vrai Godzilla, tu veux dire? Non, par exemple, le bateau, pendant qu'ils étaient en train de déplacer quiconque, tout le truc était fake, tu vois. Et je trouvais ça dommage qu'ils n'aient pas essayé de faire un truc un peu plus réel. Et j'étais très déçu et je ne conseille pas du tout. Et si vous voulez le voir, tentez votre chance, mais bonne chance. À votre risque et péril. C'est ça. Bah, en fait, il y a des meilleurs films. Encore une fois, je vais citer Peter Jackson, où là, tu rentres dans une aventure, tu es curieux de savoir, tu vois, tu t'attaches à des personnages, mais ici, c'est juste très décevant. Je conseille à personne. Bah, moi, je ne l'aurais pas vu, je pense, si c'était pas pour présenter le podcast. Du coup, j'aurais pu vivre sans, comme Céline. Ouais, je sais pas ce que ça apporte au monde, ce film. C'est divertissant, mais on a tellement de blockbusters de blockbusters décérébrés que ça ou un autre, en fait, il y en a trop, et si tu les regardes tous, bah tu regardes que ça, et c'est pas ouf, quoi. Genre Godzilla vs Kong, il m'apporte rien en tant que blockbuster, et du coup je maintiens que Godzilla 2 m'a plus amusé grâce au bestiaire et grâce à l'histoire des humains qui était un peu nul, mais qui au moins fonctionnait, et on allait toujours un peu, voilà, c'était comme un jeu de piste où à chaque fois on allait un peu plus loin, et la mise en scène était nulle aussi, mais c'est pas grave, parce que ça m'a amusé. Enfin, je reviens là-dessus, c'est que c'est un style japonais de base. Du coup, ce serait un peu comme reprendre les films coréens avec leur humour. Enfin, pour nous, c'est drôle de voir les films coréens, c'est un côté décalé. Mais là, c'est pareil, c'est un genre tellement japonais, les kaiju eiga, qu'ils ont d'ailleurs dérivé en série et que c'est un genre très populaire, que le rendre à l'américain, c'est que du pastiche en fait. C'est vraiment du copycat, et c'est pas. Je sais pas comment dire, il n'y a pas le même charme d'origine, ça fait vraiment produit marketing, un peu comme du McDo, quoi, je sais pas. Je vais juste rajouter un dernier truc, la petite fille qui joue dans Godzilla vs King Kong, je l'avais vue aussi dans Enola Holmes, je me souviens plus de l'actrice. Que tu avais adoré, on s'en souvient. Que j'avais pas apprécié du tout, donc j'avais déjà un problème avec cette actrice. C'est vrai. Et quand j'ai vu qu'elle rejouait le rôle de détective en quelque sorte pour essayer de trouver c'est quoi le problème, et là j'étais en mode non, pas possible. Pas encore elle. Ouais, c'était juste un autre point qui m'avait fait que j'avais détesté le film. Dans un avantage en fait de ce film là, Godzilla vs Kong, qu'on n'a pas parlé, en fait, c'est que c'est un gros succès aux États-Unis qui fait que les gens revont au cinéma. Alors d'accord, c'est horrible de se dire que le film prévu qui allait faire ça, c'était Tenet de Christopher Nolan, qui n'a pas marché du tout. Mais là, Godzilla vs Kong a super bien marché, et les gens vont au cinéma pour voir ça parce que c'est du grand spectacle, parce que c'est du boom boom, et qu'en fait on s'en fout. Mais en vrai, il y a des rapprochements aussi avec Tenet, avec le son qu'on parlait tout à l'heure, mais décérébré totalement pour ce coup-là. Et en France, là, à l'heure où on parle, ils ont annoncé du coup la sortie VOD, mais ils excluent pas de peut-être le mettre au cinéma quand les cinémas rouvrent. Et il faut avouer que du coup ça pourrait aussi, moi je suis pro cinéma, du coup ce serait cool si ça encourage les gens à aller au cinéma. Moi je me dirais pas, je sors du confinement, je vais pas sauter sur Godzilla versus Kong. Hein, mais les gens ils s'en fichent. Non, on fait du Wes Anderson. C'est vrai, hein. Libérez Wes Anderson.
Bon alors du coup, allez, on y va direct. C'est quoi le meilleur film de monstres si c'est pas Kong versus Godzilla ou C'est Godzilla King versus Kong Kong. original. King Kong original de 1933. Oui. Tu vas un peu loin, je pense. Oui. Vas-y, dis-nous tout. Tu veux juste faire tu veux juste faire la cinéphile, je sais. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste que c'était. En fait, c'est plutôt que c'est le film où j'étais vraiment en empathie avec le monstre du début à la fin. Moi, je l'ai pas vu comme un monstre. Enfin, je l'ai vraiment vu comme la victime, en fait, des humains. Et je pense que c'était ça aussi l'idée de base. Comme je l'ai dit au début, c'est à chaque fois de montrer la monstruosité plus de l'humain. Que le monstre, c'est juste qu'il a l'apparence du monstre. On pourrait aussi mettre Elephant Man ou The Fly dans les films de monstres, enfin dans le même style, tu vois. Ils sont moins grands quand même. Oui, bon d'accord, ça rentre plus facilement dans une maison, c'est sûr. Ça détruit moins. Et les vrais monstres, c'est les chats, on le sait tous. Hein. Je conseille à ceux de regarder Godzilla vs Cat. C'est pas mal. Sur YouTube, vous trouverez ça facilement. Du coup, on l'a pas dit encore, mais les kaiju, c'est quand même la peur de. Alors, au début de la guerre atomique, mais aussi maintenant, ça matérialise aussi plein de peurs. Et dans les croyances japonaises qui sont très spirituelles, c'est la représentation de la nature qui se rebelle, enfin, plein de trucs comme ça. En fonction des monstres, il y a aussi différentes significations. Et du coup, c'est souvent l'humain qui est désarmé, qui ne peut rien faire contre ça. Mais ça, on l'a un peu perdu. Et du coup, c'est pour ça que Kong, à la base, n'est pas du tout un kaiju, parce que là, c'est l'inverse, c'est les humains qui vont à la rencontre de Kong, qui vont explorer sur une île déserte. Alors qu'à la base, c'est pas ça du tout, c'est vraiment, toi, t'es peinard en train dans ta ville à gros building, et là, ça vient de la mer, le gros monstre, qui vient tout détruire. Mais du coup, vous avez vu Gojira 54 ? Oui. Ouais. Du coup, c'est intéressant que tu parles de ça parce que dans Gojira de 54, justement, il y a une grosse réflexion sur ce côté. Il y a deux réflexions. Le film est aussi un peu en première partie, tu as Gojira qui va détruire toute la ville et tout ça. Et la deuxième partie, c'est un scientifique qui a créé une sorte d'arme comme la bombe atomique, mais qui ne veut pas l'utiliser en fait, qui sait les dangers de cette bombe. Comme la bombe atomique, beaucoup de chercheurs ne voulaient pas l'utiliser. Et là, j'ai aimé dans ce côté-là où il se dit non, je ne veux pas le créer, mais c'est vrai qu'il faut que je sauve l'humanité. Et attention, je vais spoiler, mais bon, c'est un film de 54, je pense que j'ai le droit. À la fin, il y a prescription. Je serais pas, voilà. Et du coup, il va en fait se suicider avec la bombe pour tuer Gojira. Donc, il veut tuer Gojira. Et en même temps, il se suicide et il emporte son secret de la bombe avec lui. Donc, ça sera la première et dernière utilisation de cette bombe, qui en plus, on en entend parler dans Monster. J'arriverai jamais. Hein. King of Monster. Où c'est une bombe, ils appellent ça oxygène, une bombe à oxygène. Ah, en oui, fait, oui. fait retirer l'oxygène de l'eau. Et du coup, tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, donc tout le monde, tout crève, quoi. Donc, c'est marrant que dans ce film-là, ils reprennent cette idée de la oxygène et qu'ils tuent aussi en quelque sorte Godzilla. Donc ça, c'est le côté intéressant du film de 54. Mais c'est vrai que Godzilla, à la base, c'était surtout une représentation des peurs des effets de la bombe atomique, tout un mythe autour de ça. Et puis, là, ce que tu vois surtout dans le film d'origine, c'est les paysages détruits et ils n'arrêtaient pas au début de... Ils pensaient pas que c'était un monstre. Du coup, pour eux, la raison, c'était c'est un typhon ou c'est un tremblement de terre. Enfin, tu vois, tout ce qui est cause naturelle dont ils ont l'habitude, dont ils souffrent beaucoup plus au Japon ou en Chine, par exemple. Ouais, il y a ce côté, il y a même cette phrase où il y a écrit c'est fou, j'ai failli mourir à Nagasaki et on dirait que ça recommence. Il y a cette phrase dans le film de Gojira quand même, donc c'est pas juste subtil. Faut pas croire que c'est une allusion subtile à la bombe nucléaire. Non, c'est dit quoi. Ouais. Et du coup, en 2014, quand ils ont fait le reboot de Godzilla, ils se sont quand même posé la question, parce qu'en 2011, il y avait eu Fukushima, donc catastrophe atomique au Japon, et du coup ils se sont quand même posé la question de savoir si c'était bienvenu ou malvenu de réutiliser du coup Godzilla en ayant en tête du coup cette catastrophe, et ils se sont dit qu'il fallait que du coup ils en parlent bien, tout simplement, qu'ils puissent s'imprégner de ce drame pour continuer à dérouler ces peurs
et à parler de cette peur-là. Je trouve pas qu'on le voit dans le film, mais, Non, mais apparemment, ils en étaient conscients. on n'a pas vu le même film, Thierry. Non, ils l'ont pas fait spécialement, mais Bah, c'est bien de vendre des films. Hein. Le but, c'est d'avoir des bah oui, entrées. le but c'est de vendre. Ça m'a fait penser aussi parce que en revoyant la bande-annonce du Godzilla de 1998, tu vois des scènes parce que du coup, dans leur version, Godzilla, il va à New York, évidemment, américano-centré, quoi. Et tu vois des scènes de gens qui paniquent dans les rues et qui courent dans les rues de New York, quoi. Et je trouvais, bon, ça s'est passé en 98, donc pas en 2001, mais historiquement, les images me faisaient penser au footage que tu trouvais après l'attaque du World Trade Center, quoi, en fait. Et je pense que Godzilla, il n'aurait pas marché de la même manière à New York juste après les attaques de 2001. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait. Bah, je pense que si, au contraire, ça aurait marché sur les peurs, en fait. Comme a marché le Batman de Dark Knight. Ouh, ouais, Cloverfield, c'est bien, c'est un bon point de vue. Et Cloverfield est un kaiju, c'est vraiment l'héritage du kaiju. Cloverfield, c'est une bête qu'on voit, qui se dévoile au fur et à mesure du film et qui, au fait, ressemble à Godzilla, très clairement. Enfin, pas physiquement, mais ressemble à une attaque de Godzilla. Et ouais, Cloverfield, c'est carrément un film de kaiju. Ouais. Dans les autres kaiju, il y a aussi The Ghost. The Host. The Host, oh là là, mais oui, bien sûr. The Host de Bong Joon-ho, j'avais vraiment pas pensé à The Host, au Host tout court d'ailleurs. C'est peut-être un des meilleurs films de kaiju en fait maintenant que j'y repense. Bah voilà. Après, il faut dire que le kaiju, donc qui veut dire monstre, après les monstres, le kaiju n'a pas inventé le monstre. Le kaiju est le monstre japonais paru avec Godzilla. Et maintenant, ça devient plus dur de séparer, de segmenter qu'est-ce qu'un kaiju ou pas. La preuve, King Kong, c'est un kaiju maintenant, on s'en fout. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de films. Il y a même l'adaptation à Monster Hunter qui va ressembler à une chasseuse de monstres. Enfin, il y a énormément de films autour des monstres maintenant aussi, avec aussi l'avènement de la fantasy, qui font que du coup, bon, kaiju, on sait plus trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est les films de monstres qui font peur. Mais à la base, parce que en utilisant mon ami Wikipédia, comme j'avais vu que King Kong est paru avant Godzilla, et en réalité, le réalisateur de Godzilla s'est vraiment inspiré des méthodes d'effets spéciaux pour inventer son Godzilla, et ils l'ont rendu aussi sur deux pattes, mais ça, c'est juste une question technique, c'est pour pouvoir utiliser un acteur pour rentrer dans le costume, quoi. comme King Kong, quoi. Mais je me suis dit, en gros, il n'y aurait pas eu de Godzilla s'il n'y avait pas eu le premier King Kong. Et du coup, il n'y aurait pas eu les kaiju. Ouais. Après, ça, c'est de l'histoire de cinéma en général, et là, du cinéma de divertissement, d'effets spéciaux. C'est sûr que faire King Kong en 1933, bon, déjà, tu vois la gueule qu'il a, c'est compliqué. Les effets spéciaux, on dirait presque du Méliès, tellement ça joue sur une sorte de superposition de 2D, là. Mais bref. Ugur, tiens, c'est quoi ton film préféré? T'as dit Peter Jackson, je pense. Ouais. Oui, en fait, la plupart des films que vous avez cités, je les connais pas trop. Cloverfield, je connais. Et en fait, je pense que la recette qui fonctionne le mieux, c'est de ne pas révéler tout de suite le monstre et d'attendre un peu. On en parle, on crée un mythe autour et qu'on montre par la suite, petit à petit, comme ça a été le cas avec Peter Jackson et Cloverfield. Et le truc qui m'a dérange, ça marcherait plus maintenant. Non. Ouais, mais par exemple, le fait qu'on voit dès la première scène d'ouverture de Godzilla vs King Kong directement le King Kong. Parce qu'on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. On a déjà vu le Godzilla. Si justement il nous faisait attendre, moi ça me ferait chier, quoi. Le nom du monstre est dans le titre, alors franchement. Non, mais oui. Mais quand même. Après, c'est vrai que ça dépend de l'histoire que tu racontes, mais moi, c'est ça qui m'avait plu. Parce que j'ai du mal avec les monstres, etc. Et qu'on commence en créant un mythe autour, comme ça a été le cas avec Peter Jackson, ça m'a beaucoup plu et j'étais dans une aventure. Et je trouvais que vraiment, c'était très bien raconté l'histoire. Et comme kaiju, c'est le seul que je connais, donc je pourrais pas avoir beaucoup de conseils autres que celui de Peter Jackson. Mais qui n'est pas un kaiju. Ouais, bon, maintenant,
Ça marche, hein, on est là pour parler de Kong. Bah, c'est un excellent film d'aventure en fait, c'est fou. Et pour l'avoir revu là, du coup cette semaine, on voit pas de King Kong avant 1 heure, je pense. Après, il dure 3 heures. Ouais, 1h30 Mais, facile. et c'est aussi une manière de montrer comment tu crées des personnages et voilà. Après, tout le temps, Peter Jackson aussi pour les scènes d'action où il arrive toujours à te montrer. Ah bah à ce moment-là de l'action, tel personnage il est là, il fait ça, tel personnage il est là, il fait ça, et alors qu'il a au moins 7, 8 personnages à montrer, à devoir montrer tout le temps. Et franchement, ça m'a bluffé. On retrouve ça aussi dans beaucoup de scènes de Seigneur des Anneaux, du Hobbit, les scènes je sais pas comment les appeler, c'était des scènes de cavalcade, tu vois. C'est vraiment c'est des scènes de poursuite là où ils sont pourchassés et il se passe plein de trucs en même temps, tout tombe sur d'autres trucs et tout. Des araignées. Ouais, c'est ouf. Et voilà, il crée l'univers et crée l'ambivalence des personnages. Il n'y a pas que des bons, que des gentils et même des méchants. Et même dans le genre. Réinventer varier avec le genre, tu dis. Et moi, je dirais aussi réinventer le personnage féminin. Parce qu'en 1933, bon, c'est basique. En 1976, Jessica Lange, le regard est assez horrible sur Jessica Lange qui apparaît comme une naufragée à la dérive, avec son haut tout transparent parce qu'il est trempé, et qui est du coup littéralement la femme qu'il faut sauver et qui a très peu de girl empowerment. Et du coup, Naomi Watts qui est extraordinaire une réinvention du personnage vraiment quoi. Ouais, heureusement d'ailleurs. Mais il y en a plein en plus. Il y a aussi Jack Black, ce réalisateur qui veut à tout prix réussir à montrer sa puissance cinématographique et tout ça. Et tous les personnages ont leur propre quête en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film-là. Et c'est aussi le mélange de genres pour moi. On passe d'un genre à l'autre dans le film. Au début, ils sont dans un bateau, c'est une aventure. Ensuite, il y a des dinosaures, ça devient vraiment un truc fantastique. Et même dans l'horreur, où il y a une scène où ils sont dans un trou et il commence des insectes à sortir. Et là, c'est un film d'horreur. Et je me rappelle quand j'avais montré ça à mes petits cousins, ça les a traumatisés. Et je m'en excuse. Mon petit cousin. Et je sais que mon oncle, il m'avait gueulé dessus. Il m'avait dit, tu ne montres plus jamais de film comme ça. Et alors que c'était King Kong, quoi. Je pensais pas que King Kong aurait cette scène d'horreur au milieu qui crée vraiment un aspect horrifique, quoi. En tout cas, j'ai la même histoire. Moi aussi, j'ai traumatisé 3 enfants. Les parents nous avaient laissé un après-midi. Ouais, occupez-vous. Et j'ai King Kong à montrer. Et non, c'était pas une bonne idée en fait. Ils étaient trop petits. Donc je m'en excuse aussi. À vous que j'ai traumatisé. Et si vous avez traumatisé quelqu'un, dites-le nous. Bah du coup, pour un peu se diriger vers la fin et parler des héritages, il y a eu Pacific Rim, hein, qu'on a peut-être déjà abordé, mais qui parle littéralement de kaiju, vraiment, mais en se détachant des figures qu'on connaît, c'est-à-dire du Godzilla, du Mothra, du Gamera, et de toutes ces créatures qui ont des noms. Et c'était assez intéressant de la part de Guillermo del Toro, pour rattraper Céline au vol. De reprendre cette idée de kaiju sans prendre les figures qu'on connaît et en passant sur des choses qui existent aussi au Japon énormément, par Ultraman, par même cette manie de se mettre dans des trucs géants pour combattre. Donc il y en a plein, hein. Il y a les Power Rangers pour citer les plus connus, et voilà, plein de trucs très méca. Et Pacific Rim fait ça pour combattre les kaiju et essaie de aussi se réinventer et se réapproprier l'affrontement, en fait, la résistance des humains face aux kaiju. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien dans l'idée. Par contre, le film, je le trouve pas très bien du tout, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai pas aimé Pacific Rim non plus. C'est pas bien écrit pour moi. C'est spectaculaire, mais... Décevant de petit Guillaume del Toro. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et il a fait un putain de succès en Chine, en tout cas. Bah après, le nombre de films qui ont du succès en Chine... Ouais, d'accord. Déjà les films chinois. Je te l'accorde. Moi, je continue avec Colossal, qui est sorti en 2016. Faut m'aider sur l'actrice, je m'en souviens plus. Anna Hathaway, qui se rend compte que quand elle rentre dans un parc, bon, ça spoil un peu la mise en place, mais quand elle rentre dans un endroit spécifique de là où elle vit, elle va contrôler un kaiju au Japon, donc dans l'autre côté du monde.
Et il y a le fait qu'elles doivent rentrer à un endroit pour faire apparaître le kaiju fonctionne avec le truc de kaiju dont on parle depuis le début, c'est-à-dire du kaiju qui vient de la mer, et donc qui rentre comme ça dans Tokyo. Et donc c'est un film très intelligent, je trouve, de Nacho Vigalondo, un espagnol. Un truc comme ça. Qui fait des films très particuliers, mais voilà, et c'est ouf. Moi, je trouve ça vraiment ouf, l'inspiration kaiju de ce film. Et après, il faut voir le film pour comprendre tout ce qui se passe ensuite. Parce que littéralement, c'est une femme qui juste est perdue la nuit et qui rentre dans un parc. Et pendant ce temps-là, au Japon, il y a des catastrophes. C'est ouf. Et ben, je vais poursuivre avec King Kong, une petite série d'Arte aussi, qui avait essayé de parler d'un réalisateur qui essayait d'utiliser King Kong en tant que propagande. Ouais, donc si vous connaissez pas Kim Kong, donc c'est un peu comme Kim Jong-un, tu vois. C'est un dictateur avec une inspiration un peu japonaise, coréenne, thaïlandaise. Et c'était une série Arte que je trouvais que je trouvais très marrante et qui montre en fait un réalisateur mais qui fait des effets spéciaux comme dans les années 30 ou 50 à peu près quoi. En gros moche. Et c'était voilà une série décalée qui est inconnue. Mais si ça vous intéresse. Il y a eu que 3 épisodes en plus, je crois. Enfin, oui, c'est une mini-série à la Arte quand il faisait 3 épisodes là. Ouais, si, je l'avais vu aussi. Mais j'avais pas fait le lien avec King Kong. King Kong. Merci, Mickaël. Heureusement. Franchement, je savais pas lire. Hein. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Du coup, on a bien parlé de tous ces films qu'on connaît. On n'a pas parlé des films qu'on connaît pas, ce qui est au fond très logique. Cyril a une logique, vraiment. Hein. Bah, je vous remercie pour ces analyses très pointues sur les films de monstres. Le Losers Club, c'est une émission qui sort toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et Anchor et Apple Podcast et YouTube Podcast. Tu dis Anchor. Encore ? Ah, ça on peut dire encore. Bah, je dis Anchor. Ah, c'est la japonaise. Vous connaissez pas japonais ? Ah bah non. Gomenasai. Non, arrête, Mickaël. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, à la page Le Losers Club, sur Instagram, Twitter, @le Losers Club, et nous dire ce que vous avez pensé de Godzilla vs Kong, et réécouter l'émission en podcast pour faire des vues, même si vous connaissez déjà tout ce qu'on vient de dire. Et on vous dit à dans 2 semaines pour on ne sait pas encore quoi. Non, on n'a pas prévu. Mais ouais. Et oui, j'espère qu'on refera des streams Twitch. Je pense que c'est totalement possible. Et cette émission était en Twitch. On refera des Twitch. Bah oui, grâce à toi, Lélie, c'était super. Tu as bien animé le chat. Elsa aussi. Hein, d'accord. Lili, oui, mais bon. Ça c'est un pseudo exprès pour que les gens qui le disent se sentent cons. Do you want a balloon too, Georgie?